À la une de l'actualité, l'opération de salubrité à l'aéroport international de Ouagadougou, des travaux de débroussaillage sur une superficie de plus de 80 hectares pour la sécurité des lieux et des vols, temps imparti pour le nettoyage, au moins 5 mois. Il faut sauver le barrage de Toussiana de l'ensablement, c'est le cri de cœur des exploitants du cours d'eau qui réclament une gestion plus efficiente de l'infrastructure hydraulique menacée de disparition par le fait de l'homme en grande partie. Et puis la fin du sommet du G7 au Canada sur une note pour le moins chaotique avec la volte-face du président américain Donald Trump, après avoir co-signé le communiqué final, brise le consensus en retirant son soutien, un geste qui lie aux propos tenus par le Premier ministre canadien à la conférence de presse de clôture. Et puis nous parlerons du décret sur le bail d'habitation privée adopté en Conseil des ministres cette semaine. Quels sont les tenants et les aboutissants de ce décret dans son volet application? Nous aurons des éclaircissements avec notre invité, Monsieur Arsène Dabiré, chargé de mission au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bonjour, merci de nous rejoindre pour le Midi Magazine de ce dimanche. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, dans 5 mois, l'aéroport international de Ouagadougou, en tout cas sa partie boisée, offrira un visage plus propre et plus dégagé. Des travaux de débroussaillage et de nettoyage sont entrepris depuis hier pour offrir de meilleures conditions de trafic dans l'espace, donc des travaux qui s'étendent sur une superficie de plus de 80 hectares et ces travaux ont aussi un caractère plus ou moins sécuritaire. Nous suivons le lancement de l'opération avec Jean Zongo et Ismaël Diloma Sirima. D'ici fin octobre, ces arbres situés dans l'enceinte de l'aéroport international de Ouagadougou seront tous enlevés. Ces travaux de débroussaillage touchent plus de 86 hectares de l'espace boisé de l'aéroport de Ouagadougou. La première étape des travaux concerne l'enlèvement des arbustes et le nivellement du terrain. Pour la deuxième zone qui est la zone de moyens et gros arbres, on va d'abord procéder par le tronçonnage des arbres parce que c'est de gros arbres. Et la base des arbres là sera ensuite débroussaillée par le bulle et le procédé sera le même que dans la première zone. Selon le ministre en charge des Transports, ces travaux visent à rendre plus performant l'aéroport de Ouagadougou. Ils interviennent comme un acte impératif. C'est une forêt qui est aujourd'hui un danger pour la sécurité, donc non seulement des installations aéroportuaires, mais aussi pour la navigation des avions. Parce que vous savez que la forêt est l'endroit idéal pour les oiseaux. Et l'ennemi des avions, des aéronefs, c'est justement l'oiseau. Plus de 176 millions de francs CFA sont mobilisés pour ces travaux. À la fin, la visibilité devrait être meilleure pour les avions qui atterrissent et aussi pour les agents qui assurent la sécurité des lieux. Il faut falloir qu'ils continuent à veiller dans des conditions parfois pas faciles, mais le gouvernement le sait. Parce qu'après ce désherbage, il y aura probablement l'installation d'un bureau pour la gendarmerie le long de la clôture. En marge du lancement de ces travaux, le ministre en charge des Transports a salué le travail abattu par l'ensemble des acteurs du secteur aéroportuaire. Nous mettons le cap sur le Sahel pour prendre des nouvelles du projet Eau et croissance économique qui connaît des avancées dans son exécution. Le volet 1 prend en compte la ville de Dori et ses environs. Et à la fin du volet 2, Dori, Gorom Gorom et Falangoutou devraient être raccordés et approvisionnés par le barrage de Yakoutan dans ce projet dénommé Triangle d'eau. On fait le point avec Ibrahim Kagone, Seni Tiemtore et Lazare Sano. Les populations de Dori, Gorom Gorom et Falangoutou ne vont plus connaître le problème d'approvisionnement en eau potable. C'est ce qu'affirment les autorités régionales en charge de l'eau au Sahel. On parle de triangle d'eau parce que l'idée, c'est de fournir en eau potable 3 grandes villes. La ville de Dori, la ville de Gorom et la ville de Falangoutou. Et sur le plan géographique, ces 3 villes forment un triangle. Je pense que l'apport du projet est très très considérable parce qu'il est prévu une de 230 m3/h. Donc, à tourner sur 130 m3/h, donc nous aurons un apport de 100 m3 supplémentaires.
Et avec 100 mètres cubes supplémentaires, nous pourrons faire face un tant soit peu aux besoins de la population. Des aménagements doivent tout de même être faits sur le barrage de Yakuta pour pallier le problème. Et le barrage a une capacité de 25 millions de mètres cubes d'eau. Mais si on augmente de 30 cm le déversoir, on augmente de 30 cm seulement, on peut ajouter jusqu'à 5 millions de mètres cubes. Et 5 millions de mètres cubes, tous les besoins de Dori, Gorongo et Falagontou à l'horizon 2030 sont couverts. Dori et des villages environnants seront pris en compte dans le volet 1 du projet Eau et croissance économique au Sahel. Il faut dire que l'engagement a été d'une hauteur de 12 millions et AMGOL aussi a apporté une contribution de 2 millions. Et c'est ainsi que un bureau d'études a été contracté pour mener l'étude de faisabilité. À l'issue de l'étude, on s'est avéré que la somme disponible ne permettait pas vraiment de réaliser l'AEP de Dori, de Gorongorom et de Falagontou. Donc, il a été décidé de considérer un volet 1 avec les ressources disponibles et permettant de satisfaire intégralement les besoins de Dori et des 17 villages qui sont dans le réseau ONEA de Dori. Le triangle de l'eau ne va pas se limiter qu'à l'adduction en eau potable dans les villes de Dori, Gorom Gorom et Falagontou. On a vu la possibilité d'exploiter d'autres aspects, notamment transformer ce triangle d'eau en pôle de croissance. Donc le projet ne va pas se limiter uniquement à la fourniture d'eau potable, mais il y a d'autres aspects économiques que le projet a pris en compte, notamment le développement de l'agriculture, de l'élevage au sein de ces 3 villes-là. Le second volet du projet va concerner les villes de Gorom Gorom et Falagontou et va débuter en 2020. À Ouagadougou, le forage promis par le chef de l'État aux populations du secteur 29 de l'arrondissement 6 de la ville est désormais une réalité. C'est une promesse tenue donc qui devrait atténuer la corvée d'eau que connaissent les populations de ce quartier. On suit l'inauguration de l'infrastructure avec Issa Kakafando et Bouma Ernest Nebi. Fini peut-être la corvée d'eau pour les habitants du secteur 29 du 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Ils bénéficient ce jour d'un forage d'un coût global de 6 millions de francs CFA. Réalisé par le secrétariat permanent des engagements nationaux, c'est une promesse du président du Faso, Roch-Marc Christian Kabouré, qui s'est concrétisée. Nous avions prévu que si le président venait au pouvoir, nous pourrions donner de l'eau, de boissons, augmenter le nombre de forages qu'il y a dans ce secteur, dans cet arrondissement. Alors il s'est trouvé qu'aujourd'hui, cette année, la question d'eau était suffisamment cruciale dans cette partie de la ville et nous sommes venus, au nom du président du Faso, remettre officiellement ce forage entre les mains des populations. Nous sommes très fiers du geste des autorités de ce pays, car avant, pour avoir de l'eau dans ce quartier, c'était tout un calvaire. Après avoir invité les bénéficiaires à bien entretenir ce forage, le ministre d'État Simon Compaoré a signifié aux habitants du quartier que le meilleur reste à venir. Et c'est dans l'arrondissement 10 que le maire de Ouagadougou donne le coup d'envoi de la campagne de curage des caniveaux pour cette saison. C'est une opération d'assainissement qui facilite du même coup le drainage des eaux de pluie quand l'on sait que c'est l'une des causes des inondations à Ouagadougou. Le lancement des travaux est suivi pour nous par Roger Kam et Ismaël Diloma Sirima. Des coups de pelle du maire central de Ouagadougou. Et voici lancer la campagne de curage des caniveaux dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Avec le début de la saison des pluies, les autorités communales de cet arrondissement décident de libérer les caniveaux de leurs déchets pour faciliter le drainage des eaux. Nous avons, au niveau de la commune de Ouagadougou, demandé à tous les maires d'arrondissement de lancer l'opération de salubrité. Et la salubrité et l'assainissement passent par le curage des caniveaux parce que c'est par là que les eaux
de pluie passe pour rejoindre les grands canaux. Nous allons d'abord sensibiliser. Nous allons aussi promouvoir une politique en tout cas de collecte des ordures. Nous sommes en train même de penser à des poubelles un peu partout dans notre arrondissement. Cette activité de curage commence aux alentours de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Par la suite, elle va s'étendre dans les autres quartiers de l'arrondissement 10. L'hôpital, c'est non seulement l'environnement interne, mais aussi l'environnement externe. Et à ce niveau, notre hôpital, comme vous avez pu aussi le constater, avait quelques soucis. C'est pour ça que nous nous sommes adressés au maire de l'arrondissement 10, dans lequel est implanté notre hôpital, pour qu'il veuille bien nous aider à assainir l'environnement immédiat de l'hôpital. Environ 12 km de caniveaux seront curés au cours de cette opération. Et le maire central de Ouagadougou d'appeler les autres arrondissements à emboîter le pas à l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Nous en venons à la page entretien de notre journal pour parler du décret sur le bail d'habitation privée adopté en Conseil des ministres cette semaine. Pour des précisions sur l'application de ce décret, nous recevons sur notre plateau M. Arsène Dabiré, qui est chargé de mission au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bonjour M. Dabiré. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Alors, première question, cette loi qui a été votée sous la transition, le décret d'application vient d'être adopté en Conseil des ministres cette semaine. Donc, est-ce que toutes les conditions sont désormais réunies pour une application effective de cette loi? Merci, madame. Bien avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir un peu sur le contenu justement de ce décret, parce qu'il n'est pas encore connu. Et de dire que quand on prend le décret portant fixation de la nature des travaux à la charge du bailleur et du locataire et modalités de fixation des prix des baux d'habitation privée, il y est dit que le bailleur est tenu des réparations locatives ainsi que des grosses réparations et enfin des réparations non mises à la charge du locataire ni par les textes légaux, ni par les stipulations contractuelles. Donc, c'est entre autres les obligations de réparation mises à la charge du bailleur. En ce qui concerne le locataire, c'est principalement les questions de réparation ou de remplacement d'accessoires électriques tels que les luminaires, les prises, les interrupteurs, à l'exception ou à l'exclusion toutefois des rhéostats, disjoncteurs ou encore des dismatiques. On a aussi la question du remplacement ou de la réparation justement des installations sanitaires qui sont entre autres le mécanisme de la baignoire, le mécanisme du lavabo ou encore le mécanisme justement des conduites d'eau. C'est principalement ces obligations qui sont mises à la charge du locataire. Donc ceci dit, est-ce que le texte peut être mis en pratique dès à présent? Il faut dire que pour répondre à cette question, nous pensons que oui, parce que ça fait bientôt 3 ans que la loi a été adoptée et 3 ans après, on adopte le décret d'application. Les mentalités sont suffisamment préparées, quoique le besoin d'information et de sensibilisation à partir de ce décret soit nécessaire, mais nous estimons que au regard de l'engouement que la préparation de ce décret a suscité, nous osons croire que, actuellement, lorsque le texte sera publié, la population pourra adhérer, en tout cas au regard du travail aussi que nous allons faire. Je pense que le volet qui intéresse réellement les Burkinabés, c'est celui concernant la grille de fixation des loyers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci, madame. En ce qui concerne la grille de fixation des loyers, il faut dire que cette grille fait l'objet d'un autre texte au regard des dispositions justement de la loi sur le bail d'habitation privée. Et c'est l'article 6 de la loi qui le dit que c'est un référentiel des valeurs des coûts de réalisation des immeubles qui doit être arrêté par le ministère en charge de l'habitat. Et donc cet arrêté est prêt, mais il n'est pas encore signé. Incessamment, très incessamment, il le sera parce que l'arrêté a été joint justement au décret qui a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 8 juin 2018. Et son contenu est le suivant. Lorsque vous le prenez, il y a d'abord une typologie
des bâtiments, c'est-à-dire une classification en type de bâtiment et en catégorie de bâtiments. Ainsi, on a 3 types de bâtiments. Les bâtiments construits en banco, ça c'est le type 1. Les bâtiments construits en parpaing de ciment, en BTC, c'est-à-dire en bloc de terre comprimé, en BLT, c'est-à-dire en bloc latéritique, BLT c'est bloc latéritique taillé, ou en toute autre matière approuvée par le conseil, par le ministère en charge de l'urbanisme. Donc, à ces types-là sont annexés des catégories. On a, pour ce qui est du type 1, 2 types de catégories. Type 2 et type 3, on a 6 types de catégories pour chaque type. Donc, après cette classification, on a réparti l'ensemble donc, des immeubles qu'on puisse avoir sur le territoire national en groupes. Ainsi, on a 4 groupes. On a le groupe constitué des villes de Ouaga et de Bobo, lesquelles sont subdivisées en 2 zones. Zone A, zone B. Quand on prend par exemple Ouagadougou, la zone A, ça regroupe la zone de Ouaga 2000, la zone de Zaka, les cités aménagées, les arrondissements 1, 2, 5, 6 et 12. Et la zone B regroupe les autres arrondissements. On prend la zone de Bobo, c'est réparti aussi en zone A et B. Okay. Voilà. Et quand on prend, si je peux terminer, hormis ces 2 zones, on a l'autre groupe, c'est les chefs-lieux de région, les chefs-lieux, les autres chefs-lieux de province, ainsi que les communes urbaines qui ne sont pas des chefs-lieux de province, plus maintenant les communes rurales. Voici les différents groupes. Et c'est en fonction maintenant de ces groupes-là que les tarifs sont fixés. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une idée de quand même la fourchette en chiffres? Est-ce que c'est possible? Oui, pourquoi pas. Lorsque vous prenez donc le Ouagadougou, la zone de Ouagadougou, vous avez les bâtiments de type F2, c'est-à-dire chambre-salon, simple. Les montants fluctuent pour ce qui est de la zone A entre 15 000 et 21 000 francs. Pour ce qui est de la zone B, entre 13 000 et 19 000 francs. Lorsque vous prenez la zone de Bobo, le même type de bâtiment, chambre-salon en zone A, c'est entre 13 000 et 18 000 francs. Vous prenez les bâtiments mini-villas, comme on le dit très souvent. Une mini-villa dans la zone A de Ouaga, ça fluctue entre 40 000 et 56 000 francs. Et dans la zone A de Bobo, pour que vous puissiez voir la différence, ça fluctue entre 35 000 et 51 000 francs. Okay. Voilà. Alors, quand vous fixez des montants comme ça, est-ce que vous pensez que les bailleurs vont adhérer? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Justement, au cours de l'élaboration du barème, tous les acteurs ont été associés, c'est-à-dire les bailleurs et les locataires, et on a tenu compte justement des intérêts des uns et des autres, puisque vous savez qu'il faut concilier des intérêts contradictoires. Et à ce niveau, on disait qu'il fallait promouvoir le bail, donc en préservant l'intérêt des bailleurs, mais aussi essayer de voir dans quelle mesure les locataires y trouveraient leur compte. C'est une proposition qui a été faite. À l'épreuve de l'application, on verra ce que ça va donner, mais a priori, on a tenu compte des intérêts de tout le monde. Alors, est-ce que, parlant d'épreuve d'application, est-ce qu'il est possible de faire usage de la force quand des bailleurs viendraient à ne pas jouer le jeu, à ne pas adhérer justement à ça? À cette question, il faut dire que nous sommes en matière contractuelle, où c'est la liberté contractuelle des parties. Et c'est vrai, la loi a prévu les mécanismes pour contraindre un peu les bailleurs ou les locataires, toutes les parties donc, au contrat, à s'exécuter. Mais il serait difficile qu'on mette la police ou la gendarmerie en cas d'inexécution d'un contrat, ce d'autant plus que vraiment, je le répète, nous sommes en matière contractuelle et c'est la liberté des parties qui prévaut. Mais est-ce que cela ne va pas décourager les investisseurs? Justement, c'est comme nous l'avons dit, les montants ont été fixés, les coûts des loyers ont été fixés en tenant compte des bailleurs, des intérêts des bailleurs. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il fallait, dans l'élaboration du texte, chercher à promouvoir justement le bail. Et chercher à promouvoir le bail, c'est quoi? C'est fixer des montants dans lesquels les bailleurs puissent se retrouver. Nous en avions bien conscience que si nous fixons des taux dérisoires, les bailleurs seront découragés. Il y en a même qui vont peut-être même préférer fermer leur maison plutôt que de les donner à bail. Donc nous avons tenu compte de ça et nous gageons que cela pourra aller avec tout le monde. Merci, M. Dabiré. Nous saurons cela de toute façon quand on
sera à l'épreuve de l'application, comme vous l'avez dit. Et merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce décret qui a été adopté en Conseil des ministres. Donc, et bon vent à vous. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Nous allons à Fada Ngourma, où des organisations de la société civile de la région de l'Est manifestent leur soutien au gouvernement. Le meeting organisé à cet effet s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des actions gouvernementales par la veille citoyenne. Amado Seydou Nikema et Ibrahim Sanou nous en parlent. Ces organisations de la société civile de la région de l'Est accordent leur violon pour évaluer et soutenir les actions du gouvernement. À travers ces meetings, elles entendent montrer leur reconnaissance au gouvernement au regard des réalisations entamées non seulement dans la région, mais aussi dans tout le Burkina. Nous sommes partis à partir du PNDS. À tous les niveaux, il y a eu quand même des actions positives qui ont été menées. Au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'éducation, en particulier au niveau des écoles sous Payotte, au niveau de l'eau, en ce qui concerne le forage, mais aussi nous avons dit qu'il y a des difficultés. Et nous avons dit également, nous aussi en tant que représentants des organisations de la société civile, nous devons nous y investir pour en tout cas accompagner le gouvernement. Une vision que partage le secrétaire national chargé des OSC. Le meeting d'aujourd'hui se tient particulièrement dans un contexte apaisé. Du moment où nous savons qu'il y a quelques mois de cela, la région de l'Est, plus particulièrement Fada, il y avait des incessantes marches pour ce qui est de la réfection des voies d'accès au niveau du chef-lieu. Tour à tour, les représentants des OSC, des jeunes et des femmes ont montré leur disponibilité à accompagner les actions du gouvernement. Il y a la gratuité des soins, qu'ils ont pris ça en compte. Il y a le lancement de la route Fada-Koupela et Fada-Frontière Niger. Nous avons vu qu'ils ont fait beaucoup de choses et nous devions les accompagner. Actualité oblige, la question des grèves à répétition des syndicats a été brossée et ces OSC dit soutenir le gouvernement dans sa logique de résoudre ces questions lors de la conférence de remise à plat des rémunérations. À Toussiana, les exploitants du barrage de la localité s'inquiètent pour ce cours d'eau menacé de disparition pour cause d'ensablement. Depuis un moment, les activités économiques autour et sur le plan d'eau sont au ralenti et c'est la gestion des lieux qui est pointée du doigt. Les populations appellent donc au secours pour sauver le barrage, leur principale source de revenus. On fait le constat avec Hassan Gourabou, Manekahien et Moumouni Barou. La Moussazon mène des activités de pêche sur le barrage de Toussiana depuis une trentaine d'années. Mais depuis que cette retenue d'eau connaît un assèchement très avancé, l'activité de ce pêcheur est plus que jamais menacée car les poissons se font de plus en plus rares. Pour ne pas rester les mains croisées, Zon et ses camarades pêcheurs sont obligés d'aller chercher des alevins ailleurs pour revenir ensemencer les barrages. Construit dans les années 80 sur un affluent du fleuve Komoé, le barrage de Toussiana est l'un des fleurons de l'économie locale. Les populations riveraines y pratiquaient le maraîchage et bien d'autres activités agricoles pour subvenir à leurs besoins. Mais depuis plus d'une décennie, la quantité d'eau ne cesse de diminuer. Il y avait beaucoup d'eau ici. Et là où nous sommes arrêtés, présentement, c'était même le nid du barrage. Seuls les piroguiers pouvaient atteindre là. Mais hélas, c'est la désolation. Tout est devenu sable et herbe. Un autre lieu situé en amont du barrage. Plus d'activités agricoles autour pour raison de tarissement du cours d'eau. Nous sommes sur le site du CAC, voilà, le centre agricole de la Komoé. C'est un centre qui a été initié par nos grands-parents afin de permettre aux jeunes d'aujourd'hui de pouvoir avoir une activité qui est le maraîchage. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés vraiment avec la Sosico où la gestion n'est pas aussi vraiment de façon, je dirais, équitable. La production maraîchère à Toussiana ici existe depuis près de 80 ans. Et donc aujourd'hui, il se trouve que cette économie est complètement effacée. Les jeunes maintenant, ils ne savent plus que faire, ils s'exodent. Et économiquement, ça ne va pas, on trouve des enfants désœuvrés. Pour la société sucrière de la Komoé, la fermeture des vannes est intervenue suite à un constat.
Le peu d'eau que vous avez trouvé dans le barrage, c'est 240 000 m3. C'est inférieur même au stock de sécurité qui est 400 000 m3 pour ces barrages. Nous avons atteint le stock environnemental. Cela veut dire que c'est le stock en dessous duquel on ne doit plus prélever de l'eau. Puisqu'il y a d'autres êtres aquatiques qui sont dans l'eau, il y a d'autres activités qui sont mêlées. À partir de ce stock, on doit fermer les barrages. Et le 6 février, nous avons fermé les barrages. Et pourtant, cette raison suscite bien des incompréhensions chez les maraîchers. Ils pensent que la fermeture totale des vannes engendre des difficultés énormes à la population. Si vous fermez là vous avez vu, là, il y avait du poisson. Il n'y a plus un poisson, il y a des crocodiles qui sont là. Et il y a même des personnes, des riverains qui boivent l'eau. Il y a des gens qui quittent à 10 km, venir puiser l'eau pour boire. Et tous ces gens-là sont privés. Alors quand on parle d'écosystème, il existe en amont et en aval. Réhabiliter ces barrages, c'est le vœu le plus cher de la population de la commune de Toussiana et son premier responsable d'interpeller les décideurs à ce sujet. Nous pourrons quand même demander, solliciter toute personne réellement qui pourra nous aider à curer ces barrages, notamment nos autorités, à songer à nous accompagner afin que nous puissions réveiller ces grands pôles économiques. En attendant la concrétisation de cette solution, l'agence de l'eau appelle à un changement de comportement des maraîchers. Donc c'est de développer des techniques qui consomment moins d'eau. On parle du goutte à goutte. Les gens vont dire que c'est cher, mais aujourd'hui là, plus rien n'est cadeau. Plus rien n'est cadeau. Et surtout que ce sont des activités. Quand tu mets quelque chose qui te rapporte, il faut faire un investissement. C'est peut-être là la solution, mais faut-il encore sensibiliser la population pour l'appropriation des technologies innovantes qui demandent un effort considérable, surtout pour les producteurs en situation économique difficile. C'est l'investissement de la communauté des frères des écoles chrétiennes dans l'éducation au Burkina Faso. Mais depuis peu, la communauté lassalienne s'est fixé un autre objectif, le renforcement des capacités du monde paysan à travers la formation, consciente que 80% des Burkinabés doivent sa survie aux activités agro-pastorales. Le centre lassalien d'initiation au métier de l'agriculture de Bérégadougou est l'expression de cette nouvelle ambition. Nous découvrons le centre notamment dans son volet promotion de la pisciculture avec Karim Ilboudo et Moussa Sano. Le climat, le centre lassalien d'initiation au métier de l'agriculture de Bérégadougou. La pisciculture est une des spécialités de cette école. Une école qui entend au-delà de la formation faire de la production. Comme dans tout domaine, la formation est à la base de la production. Pour mieux produire, il faut connaître. Donc nous voulons booster la pisciculture et nous pensons que la formation, c'est le socle même de cette activité. Et pour cette activité de pisciculture, tout commence dans cette salle appelée salle des géniteurs où des poissons mâles et femelles sélectionnés sont bien entretenus. Ils sont amenés dans la salle d'incubation où nous prélevons les ovules et la laitance pour les mâles. Et ces ovules et laitances sont mis ensemble pour la fertilisation. Et une fois que nous avons les œufs, c'est-à-dire les ovules fertilisés donnent des œufs, et les œufs sont mis en incubation dans des bacs pendant 24 à 30 heures. Et au bout de ce temps, nous avons des larves. Et ces larves sont entretenues pendant 1 mois jusqu'à la taille de 1 et plus d'1 gramme. Ces larves sont ensuite amenées dans la salle d'alevinage où elles passent 3 à 4 semaines encore pour atteindre la taille de 5 à 10 grammes. Et de cette salle, elles passent dans une autre, la salle de pré-grossissement où les alevins finalisés à 10-15 grammes sont utilisés pour l'empoisonnement des grands bassins. Nous avons 7 bassins d'à peu près 60 mètres carrés et 8 bassins de 400 mètres carrés qui sont utilisés pour le grossissement. Et la phase de grossissement commence par l'empoisonnement. Voilà. En fonction de la taille du bassin, nous calculons le nombre de poissons qu'il faut, le nombre d'alevins qu'il faut, et nous empoisonnons le bassin. Une fois que le bassin est empoisonné, le poisson est entretenu jusqu'à atteindre la taille marchande. En attendant d'être vendu sur les marchés des grandes villes du pays comme Banfora, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, tout le processus d'élevage de poissons se passe sous les regards de ces stagiaires venus apprendre le métier. Et c'est dans cette salle qu'ils passent une grande partie de leur temps. Chaque matin, on nettoie les aquariums
Après, on remet le système en marche pour essayer de diminuer le stress qu'ils ont subi lors du nettoyage. Après ça, on arrête, on les alimente. Compter sur le gouvernement, c'est aussi le sentiment des responsables du climat. Une structure qui envisage de produire cette année 50 000 alevins de silure, 100 000 de tilapia et 2 tonnes de poissons marchands. Et tout cela en dépit de nombreuses difficultés. Des difficultés au nombre desquelles l'obtention des géniteurs de qualité performante, les coûts élevés des infrastructures et des intrants, notamment ceux liés à l'alimentation des poissons. Cette activité est pour l'instant l'affaire du climat, le centre lassalien d'initiation au métier de l'agriculture de Bérigadougou, une structure de l'État créée dans les années 1950 et rétrocédée en 2017 aux frais des écoles chrétiennes. Conscient de ce que 80% de la population burkinabé doit s'assurer aux activités agropastorales, cette communauté s'est fixée depuis peu une nouvelle orientation, à savoir le renforcement des capacités du monde paysan à travers la formation. Et le climat n'est autre que l'expression de cette nouvelle ambition. Un mot de culture à présent. L'atelier théâtre burkinabé va célébrer ses 40 ans d'existence du 15 au 25 juin prochain. Plusieurs activités sont annoncées dans le cadre de cet anniversaire. Les responsables de l'ATB déroulent le programme de l'événement à la presse. Salifou Belem, Nyarkiteda. L'atelier théâtre burkinabé aura 40 ans le 18 juin prochain. 4 décennies au service de l'art vivant au Burkina Faso. Et pour commémorer l'événement, l'ATB déballe une série d'activités sur 10 jours afin de jeter un regard rétrospectif sur les acquis, les insuffisances, mais aussi les perspectives. Il y aura d'abord la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle vous allez assister à notre cérémonial type de l'accueil de nos invités. 18 juin, nous allons avoir la célébration de l'anniversaire de l'ATB. Et donc, à cette occasion, nous allons faire appel à des groupes de musique qui vont nous mettre le cœur en joie. Enfin, le dernier jour, le 25 juin, eh bien, il y aura la clôture du concours de théâtre forum. Innover et toujours innover. Pour un théâtre rayonnant au Burkina, l'ATB dit s'employer à cela afin de faire face aux nombreuses difficultés qui entament l'art vivant au Burkina. Nous avons, avec le concours de quelques amis, avec la motivation et la mobilisation de nos comédiens, lancé déjà des chantiers qui vont nous permettre, je crois, en tout cas pour les 10 années qui viennent, continuer à exister, si Dieu le veut. Pendant 10 jours, soit du 15 au 25 juin, l'ATB va allier à la fois prestations théâtrales, formation et partage d'expériences sur son site à Gungain. 5 pays sont invités, le Burundi, le Tchad, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il y a surtout les mauvais effets. Les démons et tous sortes de Lucifer. Hors de chez nous, la fin du sommet des 7 pays les plus puissants de la planète sans enthousiasme au Canada. Le président américain, après avoir co-signé le traditionnel communiqué final, s'empresse de briser le consensus. Il justifie son retrait en expliquant que cela fait suite aux propos tenus par le Premier ministre canadien à la conférence de presse de clôture. Malgré son passage éclair, il aura été au cœur de ce sommet du G7 et de ses enjeux. Mais avant d'en repartir, c'est sur le dossier nord-coréen que Donald Trump a insisté. Sa rencontre avec le dirigeant Kim Jong-un, mardi, sera une occasion unique d'arriver à un accord, a martelé le président américain. Combien de temps faudra-t-il pour voir s'ils sont sérieux ou non ? Je dirais peut-être dès la première minute. Vous savez ce qu'on dit. On sait si on va aimer quelqu'un dès les 5 premières secondes. Eh bien, je pense que très rapidement, je saurai si, oui ou non, quelque chose de bien arrivera. Avec ses partenaires du G7, en tout cas, le courant est moyennement passé. En témoigne la poignée de main musclée du Français Emmanuel Macron. Que ce soit sur le volet commercial, l'Iran ou la volonté de Donald Trump de reformer un G8 avec la Russie, les États-Unis et les 6 autres puissances sont très loin d'être en phase. Pour faire bonne figure, le président américain a tout de même loué des discussions, je cite, extrêmement productives. Du sport pour finir, et l'on parle tennis avec la victoire de Simona Halep qui remporte à Roland-Garros son premier grand chelem. La Roumaine, menée par 1-7-0, s'est révoltée pour conquérir le Graal.
La Roumaine Simona Halep a enfin décroché un tournoi du Grand Chelem. La numéro 1 mondiale s'est imposée en finale de Roland-Garros. Score final 3-6, 6-4, 6-1. Face à elle, l'américaine Sloane Stephens, 10e mondiale, a démarré la partie en trombe avant de s'effondrer au milieu du deuxième set. La troisième manche sera à sens unique. Simona Halep n'avait jusqu'ici jamais gagné un Grand Chelem. Elle avait perdu 3 fois en finale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche.